Et de FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Au-delà du miroir, ce soir, nous allons parler de liens presque ordinaires, être accompagné au quotidien avec Blandine Bricka, qui est à la fois rédactrice, animatrice d'ateliers d'écriture créative et formatrice aux écrits professionnels. Elle est l'auteure aux éditions de l'Atelier d'une trilogie consacrée à la question de l'aide en France. Elle va peut-être nous parler des 2 premiers livres qu'elle a écrits. On va plutôt parler ce soir de son dernier ouvrage, Des liens presque ordinaires, être accompagné au quotidien, ou comment vivre en toute autonomie quand on est handicapé, quand on perd la mémoire, quand l'âge affaiblit, sans empêcher ses proches de mener leur vie. Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans notre société? Vivre en toute autonomie quand on est handicapé, quand on perd la mémoire, quand l'âge affaiblit, sans empêcher ses proches de... Oui, ça a été écrit 2 fois, donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un pense-bête. Nul ne peut mieux répondre à cette question que les personnes concernées, et cet ouvrage leur donne la parole. Je remercie Blandine Bricka d'être dans les studios. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des 2 premiers livres de cette, on peut dire, trilogie? Oui. Alors, j'ai commencé à travailler en 2016 sans savoir que ça donnerait lieu à une trilogie. Le premier tome a été consacré aux aidants familiaux. C'est un projet qui a été pensé au départ par les éditions de l'Atelier et par la Massif, qui travaille énormément sur cette question des aidants et qui souhaitait qu'on leur donne la parole, parce que souvent on entend des statistiques, on entend des protocoles, on entend des dispositifs, on entend des lois, mais on souhaitait, nous, très concrètement, donner la parole à ceux qui vivent cette expérience pour savoir au plus près pour qu'ils nous racontent au plus près ce qu'ils vivent au quotidien. À l'issue de ce travail qui a été passionnant, qui m'a amené à rencontrer à travers la France 8 aidants familiaux. Donc évidemment, on n'est pas dans quelque chose d'exhaustif, on est dans des portraits singuliers de personnes qui accompagnent donc soit un enfant, soit un parent, soit un conjoint qui est malade, handicapé, dépendant ou vieillissant. Ce livre a été lu par des professionnels de l'aide qui ont trouvé qu'on ne donnait pas une très bonne image de leur métier. Parce que souvent, il y a beaucoup de défiance de la part des familles à l'égard des professionnels, et cette défiance a été largement exprimée dans ce premier tome. Et les professionnels ont souhaité qu'on leur donne la parole à leur tour. Et donc, je suis allée rencontrer dans un second temps, donc cette fois, c'était en 2017, 7 aides à domicile, donc qui étaient à la fois des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des assistants de vie, un homme toute main, et est-ce que j'en oublie, des auxiliaires de vie, je sais plus si je l'ai dit, qui m'ont raconté sur le même principe, donc de témoignage, leur métier au quotidien. Donc comment est-ce que au jour le jour, elles vont dans les familles, ou elles travaillent auprès d'une personne en particulier pour les accompagner dans ces gestes tout à fait ordinaires que la plupart d'entre nous sommes tout à fait capables de faire, mais que certaines personnes, du fait de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap, ne peuvent pas faire seuls. Voilà. Et puis, comme ça se passait très très bien, que ces témoignages, que c'était un livre, un second livre qui a aussi rencontré un bel écho. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on s'est dit, il manque un troisième, le troisième volet, et surtout de donner la parole aux principales personnes concernées, puisque à chaque fois on tourne autour de... Voilà, on a donné la parole aux proches, on a donné la parole aux professionnels, mais les personnes qui vivent cette situation elles-mêmes restent à les entendre à leur tour. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une préface de Grand Corps Malade qui dit « Je me suis retrouvée tétraplégique à 20 ans, ce n'était pas un choix. On peut choisir d'être aidant quand on en fait son métier. Être aidé, on le choisit rarement. C'est peut-être ça le plus dur, ce n'est pas un choix et il faut l'accepter. Accepter de ne plus pouvoir faire les gestes du quotidien, les gestes les plus élémentaires, manger, aller aux toilettes, se laver. Accepter de mettre ton intimité entre parenthèses et accepter que tous ces gestes, c'est un autre qui va les faire pour toi. On ne peut pas comprendre la relation aidant-aidé si on ne comprend pas cette dépendance. » Il dit ainsi un peu plus loin que ce qui l'a le plus étonné, c'est dans sa préface, c'est qu'il se souvient d'un médecin à son arrivée à l'hôpital qui, se penchant sur son brancard,
le regarde dans les yeux et lance à la cantonade « Il est à qui ce tétra ?» C'est quand même, c'est tout le regard donc des... On dit ça les aider, on les appelle comment? On sait pas trop comment les appeler. Oui, alors on s'est beaucoup interrogé sur cette question. Évidemment, on les a souvent appelés les aider dans notre travail en interne parce que c'était plus facile, mais c'est vrai que c'est pas joli et que pour ces personnes-là, c'est évidemment pas très agréable d'être appelé ainsi. D'autant que c'est encore une catégorie qui comprend des profils très très divers. Est-ce qu'on peut ranger dans la même catégorie une personne qui est handicapée depuis la naissance et qui a conquis une certaine autonomie malgré son handicap, qu'une personne âgée qui petit à petit, du fait de l'âge, perd de ses capacités physiques ou mentales et n'est plus capable de vivre seule en toute autonomie. C'est pas du tout la même chose dont il s'agit. Donc nous, on a plutôt essayé de les appeler les personnes accompagnées que les aider. Mais la terminologie reste quand même assez à trouver, on va dire. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que quand même, à travers ces témoignages, c'est dressé le portrait d'un métier intensément humain, celui des soignants, qui consiste à entrer en relation avec le corps de l'autre. C'est aussi entrer en relation avec son histoire, sa famille, ses projets, sa fragilité, parfois aussi avec sa mort, faut pas l'oublier. Un métier du lien, parce qu'aussi ces aidants sont parfois les seules visites que les personnes reçoivent. Et donc il y a aussi toute cette, ça c'était dans votre introduction, le fait que l'aidant pour la personne qui est aidée est très importante. Oui, c'est fondamental. Pour certaines personnes, s'il n'y a pas d'aidant, que ce soit familial ou professionnel, il n'y a pas de vie, tout simplement. Parce que elle est totalement dépendante, c'est-à-dire qu'elle peut pas se lever, elle peut pas manger, elle peut pas se laver, elle peut pas sortir de chez elle. Donc après, il y a une gradation dans l'importance de ces gestes, du vraiment plus vital à l'aide qui va permettre aussi à la personne d'entrer dans une vie sociale et de vivre au-delà de la simple survie. Et ça, c'est un grand combat qu'ont mené les personnes handicapées dans les années 2000 et qui a abouti à la loi de 2005, qui leur a permis d'obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui un droit à compensation du handicap, qui leur permet d'avoir un certain nombre d'aides humaines par jour, grâce auxquelles elles peuvent non seulement survivre, mais au-delà, avoir des activités en dehors de leur domicile, donc avoir des personnes qui les accompagnent pour faire du sport, participer à des activités associatives, politiques, éventuellement professionnelles si elles le souhaitent. En tout cas, ne plus être cantonnées dans leur handicap. On vient pas de leur accorder le droit de vote, là, récemment? J'ai rêvé ou non? Le droit de vote, mais ils l'avaient déjà? Alors oui, c'était les citoyens à part entière. C'était ceux qui étaient sous tutelle qui l'avaient plus. Peut-être, ouais. En tout cas. Ouais. Alors, donc vous dites qu'autant le droit à compensation offre en principe aux personnes en situation de handicap l'accompagnement grâce auquel elles peuvent être partie prenante de la société, vous venez de le dire, autant rien n'est vraiment offert aux personnes âgées pour leur permettre de continuer à vivre en dehors de chez elles dès lors qu'elles ne peuvent plus sortir seules. Et ça, c'est vrai, elles attendent. Elles attendent et le seul lien dont elles sont en droit d'attendre quelque chose, c'est leur famille. Donc, si elles n'ont pas à proximité des enfants ou des conjoints qui sont capables ou volontaires avec lesquels la relation fait que, elles sont maintenues dans un lien social important, ces personnes-là sont totalement isolées. C'est quelque chose que racontait très bien une des auxiliaires de vie que j'ai pu rencontrer l'année dernière, qui disait que malheureusement, il y avait des projets individualisés qui étaient rédigés pour les bénéficiaires de l'aide, mais que ces projets personnalisés ou individualisés n'avaient pas de sens dans la mesure où ils se limitaient à des visites qui servaient uniquement aux soins du corps, enfin les plus élémentaires, et que tout ce qui était pris en compte de la sociabilité de la personne n'entrait absolument pas parce qu'il y avait évidemment pas de moyens, et du coup ces personnes-là étaient extrêmement isolées. Et que par ailleurs les aidants professionnels qui se rendent au domicile sont
n'ont pas le temps non plus d'aller au-delà, souvent, la plupart du temps, n'ont pas le temps d'aller au-delà du soin corporel ou de l'entretien, quand il y a de l'entretien des aides, des tâches ménagères qui est prévu, alors que la plupart du temps, ces personnes auraient simplement besoin qu'on prenne du temps pour discuter avec elles et qu'on les considère aussi et encore comme des personnes et non pas uniquement comme des corps dont il faut prendre soin. Oui, alors il y a tout un chapitre aussi sur le fait que maintenant on leur met à ces aides familiales, on leur met des smartphones, on les pointe pour savoir à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils partent, et ils doivent faire de plus en plus vite ce qu'ils faisaient avant. Il y a des chiffres assez fous en fin de votre livre concernant... on les dira plus tard, mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, c'était un aide-soignant, par exemple, qui faisait sa tournée, devait voir 5 ou 6 personnes dans la matinée, et maintenant on leur demande d'en voir 7 ou 8. Et parfois, les 7 ou 8 personnes sont éloignées, ce qui nécessite pour le soignant de reprendre sa voiture entre chaque personne, de faire des kilomètres, de se garer, de trouver à se garer, d'aller faire le soin, de prendre en compte la personne aidée, appelons-la comme ça peut-être pour simplifier, et puis son aidant proche qui éventuellement vit avec lui ou elle et qui a besoin aussi d'attention. Et ça devient, c'est trop, quoi. Il y a une pression telle qui est, ces aidants-là subissent une telle pression qu'il y a énormément de démissions, de turnover, et c'est une profession qui est réellement en souffrance aujourd'hui. Alors l'aider, c'est-à-dire la personne en souffrance se plaint de l'emploi du temps de l'aidant. C'est vrai que ça nous est arrivé d'entendre que les infirmières arrivent à l'heure qu'elles veulent. Les infirmières surtout, parce que les aides-soignantes, en général, elles ont des horaires fixes. Mais les infirmières peuvent venir aussi bien à 7 heures du matin qu'à presque midi. Donc, celui qui est en attente, il sait plus très bien sur quel pied danser. Ça, c'est aussi quelque chose qui le dit. Et finalement, il y a une des femmes qui dit que, elle sait pas tellement comment s'adresser aux personnes qui viennent l'aider, parce que si elles sont un peu trop vindicatives, ça passe pas, et si elles sont trop cool, ça passe pas non plus. Ouais. Donc là, c'est tout un rôle à trouver de la part des personnes. Alors c'est surtout dans le cas de ce qu'on appelle l'emploi direct, c'est-à-dire c'est la plupart du temps des personnes handicapées qui emploient directement avec le système des chèques emploi service universel, par exemple. Ça marche encore ? Je croyais que c'était fini. Je sais pas précisément, en tout cas ça a été évoqué, donc ou un système équivalent, en tout cas qui sont en tout cas le principe c'est l'emploi direct d'une personne qui est au service, et donc contrairement aux gens qui passent par des services prestataires, donc qui ont des soignants qui se relaient, qui sont jamais les mêmes, etc., et qui viennent ponctuellement pour un service de soins à domicile pendant 1 heure chaque jour ou une demi-heure, qui viennent faire la toilette le matin, apporter le petit déjeuner ou le repas du midi, etc. Donc voilà, donc quand on est dans le système de l'emploi direct, on devient employeur, ce qui veut dire d'être capable d'assumer ce rôle d'employeur vis-à-vis d'un salarié. Et c'est pas évident parce qu'on est à la fois l'employeur et la matière première, comme le disait très bien Aude, une des assistantes de vie que j'ai pu rencontrer l'année dernière, qui avait cette phrase en disant: quand on devient employeur, on est à la fois le président de l'association, le directeur et la matière première sur laquelle va s'exercer l'action de tous ces gens qui travaillent. Et ça demande un travail sur soi, une finesse dans les relations humaines, et tout un apprentissage pour les personnes handicapées qui sont pas forcément préparées à ça au départ. Et une formation, parce qu'il faut quand même remplir des bulletins de salaire, être au courant des lois. Et une formation juridique, etc. Voilà. Oui, exactement. Et ce sont les personnes en situation de handicap ou qui vont pas bien, qui sont responsables si elles n'ont pas bien fait les choses. Mais il y a peut-être des associations, non? Alors il y a des services qui sont mis en place pour aider les personnes handicapées à tenir ce rôle, qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas tout à fait au point de la même façon dans toutes les régions de France. Donc il y a un service à Montpellier, par exemple, qui a été un service mandataire expérimental qui est très avancé aujourd'hui, qui s'appelle le SAED. Qui essaye maintenant d'essaimer son expérience et de la faire connaître dans d'autres départements. Par contre, la jeune femme handicapée que j'ai pu rencontrer en Normandie, elle était absolument démunie et elle se sentait pas du tout aidée par aucune association pour l'aider à tenir ce rôle d'employeur, justement. Et elle trouvait ça très très lourd. Mais en même temps, elle disait que
c'était très très lourd, mais que c'était quand même préférable au système des services prestataires qu'elle avait pu subir dans le passé et qui avait été catastrophique pour elle, parce que c'est des services qui envoyaient en permanence des gens différents, des gens qui étaient parfois pas fiables, parce que c'est un métier qui est tellement difficile, pas très honnête non plus. Parfois pas très honnête, un métier qui est tellement difficile que les associations et les entreprises prestataires ont du mal à recruter, donc elles recrutent parfois un peu n'importe qui. Du coup, c'est les personnes fragilisées qui en subissent malheureusement les conséquences. Oui, mais par contre, ces services prestataires, ils ont quand même plus de personnes à leur disposition. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe malade, on lui envoie quelqu'un d'autre à la place. Alors ça, c'est en théorie. Ouais. Mais ce que racontait cette jeune femme aussi, c'était que c'est ce qu'elle pensait au départ, et qu'elle s'était retrouvée plusieurs fois sans personne et à devoir appeler sa maman, qui heureusement avait pu s'absenter du travail, sinon elle se levait pas de la journée. Voilà, donc c'est en théorie oui, mais dans la pratique, ça se passe malheureusement pas toujours comme ça. Après, il faut pas non plus jeter la pierre à tous les services prestataires. Il y en a aussi qui sont très sérieux et qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, il faut avoir un propos nuancé. Moi, je relais je me fais l'écho de ce que j'ai pu entendre, qui reste une expérience singulière, je pense malheureusement partagée, mais qui n'est pas unique. Mmh. Alors, il y a 3 manières d'être handicapé à la naissance. On a eu un accident ou par l'âge, par la maladie. Vous avez plusieurs exemples. Il y a Monique. Alors, Monique, elle est amusante. Oui. C'est la première. Elle a du mal à reconnaître ses anciens élèves. Et elle dit, c'est un peu comme ce nom de cette maladie dont je me souviens pas le nom. Elle dit qu'elle ne mange pas quand elle est seule, et ça c'est important, parce que c'est pour tous ceux qui ont des parents vieillissants. Ça nous parle, ce livre, parce que ça nous parle de plein de choses, et elle a peur de gâcher la vie de sa fille. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle a peur de gêner. Hein. Oui, elle a peur de gêner, et elle dit cette phrase très belle, elle dit j'arriverai pas à la citer précisément, mais elle dit que le plus important pour elle, c'est quand sa fille lui dit maman je t'aime. Oui, non, c'est pas ça que je pensais. Elle dit que qu'elle est très très bien chez sa fille, qu'il y a aucun autre endroit où elle serait mieux, mais pour autant elle ne conseille pas que l'aidant soit son propre enfant, parce que ça c'est compliqué quoi. Surtout que donc sa maladie génère de l'inquiétude. J'ai pu constater quand j'ai fait l'entretien avec elle qu'elle était assise à côté de moi et elle attendait vraiment désespérément que sa fille l'appelle, sa fille qui avait dû partir travailler loin, dans la région parisienne, mais elle avait 1 heure de transport à faire et elle attendait que sa fille l'appelle pour lui dire qu'elle était bien arrivée, et sinon elle était extrêmement inquiète, et ça elle vivait à la fois son inquiétude et l'inquiétude de faire peser cette inquiétude sur sa fille. On comprend mieux maintenant pourquoi les personnes âgées s'inquiètent, hein, c'est parce qu'elles ont besoin d'être rassurées. C'est important de l'entendre par d'autres. Elle s'inquiète aussi pour sa fille, parce que sa fille n'a pas d'enfant et qu'elle se demande le jour où elle sera partie ce que deviendra sa fille plus tard. Ouais. Et en même temps, donc cette maladie et ce lien, c'est ça qui est très fort aussi dans les témoignages que j'ai pu recueillir. C'est ce lien qui est compliqué, mais en même temps qui resserre et qui redéfinit les positions de chacun au sein de la famille, puisque elle dit que maintenant c'est sa fille qui est devenue le chef de famille, et que c'est comme si elle était devenue l'enfant de sa propre fille, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre aussi quand j'ai recueilli les paroles des aidants, donc les enfants qui deviennent les parents de leurs propres parents, parfois, et qui le vivent pas bien, généralement, parce que c'est lourd, ou des liens qui se déplacent comme ça, des parents qui ont tout d'un coup un enfant qui devient handicapé, et ils en restent le parent, mais ils deviennent aussi le coach, c'est-à-dire celui qui va encourager l'enfant à se battre pour reconquérir des capacités qu'il a perdues du fait de son accident, et du coup qui sont plus dans un rôle de parent au sens peut-être le plus classique du terme, à supposer que ça veut dire quelque chose. Donc pour Monique, le plus important pour elle, c'est quand sa fille lui dit « Maman, je t'aime ». Première pause musicale, c'est vous qui avez choisi Jean-Louis Murat. À tout de suite. IDFM 98 de la Bande FM, c'est la seconde partie de cet Au-delà du miroir.
avec Blandine Brica. Nous parlons des liens presque ordinaires. Être accompagné au quotidien. On a vu en première partie un peu quels étaient ses 2 premiers livres qu'elle avait sortis dans ses éditions de l'Atelier. On a évoqué l'histoire de Monique qui vit avec sa fille, qui est devenue la fille de sa fille. La deuxième, c'est Marie-Pierre dans votre histoire. Elle, c'est une histoire de naissance. Blandine. Ouais. Marie-Pierre, elle a manqué d'oxygène à la naissance et donc elle est handicapée depuis qu'elle est née. Elle a jamais pu marcher. Elle a une très grande difficulté d'élocution et malgré tout, elle a absolument toute sa tête et toute son intelligence et un regard d'une vivacité incroyable et une joie de vivre très très communicative. Marie-Pierre, c'est vraiment un personnage très intéressant à rencontrer. Elle a écrit 2 livres. Elle a écrit Intrépide Marie Chaussette, où elle raconte son enfance. Son enfance de petite fille handicapée qui a grandi dans une famille de 11 enfants, dont elle était la dernière. Mais une famille où son handicap a été complètement accepté et où elle a vécu une enfance très heureuse. Donc elle raconte ça, son enfance parmi ses frères et sœurs, et puis après dans les institutions où elle a été rééduquée d'une certaine façon, où elle a pu apprendre à se tenir assise, et puis apprendre à parler autant que possible, puis après à écrire, et puis à mener une scolarité la plus normale possible, puisqu'elle a eu son bac, elle a fait des études supérieures, etc. Et donc Marie-Pierre, elle vit aujourd'hui à Montpellier et elle a bénéficié donc de la loi de 2005 et donc elle est aujourd'hui employeur en emploi direct d'une équipe de 5 ou 6 assistants de vie qui se relaient à ses côtés et qui lui permettent de mener une vie tout à fait savoureuse puisque c'est quelqu'un qui fait de la randonnée, c'est quelqu'un qui fait du ski, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui a une vie associative importante et qui dit que grâce à ces aides dont elle bénéficie, qui lui permettent de... Elle dit je reçois des aides de l'État, mais grâce à ces aides de l'État, je suis moi-même employeuse, et donc je crée de l'emploi. Voilà, donc parfois elle dit mais on essaye de nous restreindre nos droits, mais ces droits, ils nous permettent justement de faire partie pleinement de la société en devenant employeur et en créant du travail pour d'autres personnes. Elle est drôle parce qu'elle dit qu'elle fait attention de pas peser trop lourd, donc elle évite de grossir, oui. Elle veut pas dépasser les 50 kilos parce que quand même il faut la pousser, donc elle a vraiment... C'est surtout qu'il faut la soulever pour faire ce qu'on appelle les transferts, donc le passer du fauteuil au lit, du fauteuil à la voiture, etc. Donc c'est surtout ça c'est à ça qu'elle veille pour préserver la santé et le dos de ses assistants de vie. Elle dit aussi qu'elle parle de la liberté d'emmener un soignant une semaine avec elle. C'est assez compliqué au niveau des lois du travail. C'est-à-dire que si elle doit se déplacer une semaine, elle n'a pas le droit d'emmener la même personne qui la suive. C'est assez étonnant, toutes ces lois autour du handicap. Oui, et la plupart de ces personnes sont la plupart du temps en transgression de ces lois, puisque j'ai eu l'impression que si elles les transgressaient pas, c'était impossible de vivre, quoi. C'est-à-dire, ou alors il faut avoir des moyens financiers colossaux. C'est-à-dire que si elles veulent partir, si une personne veut partir en vacances, elle part avec un premier assistant de vie, puis après il faut qu'elle paye le billet de train ou d'avion pour la deuxième personne qui viendra prendre le relais au bout de 48 heures, et puis ainsi de suite jusqu'à temps que ce séjour se termine. Donc il faut avoir les moyens qui suivent, ce qui est pas toujours le cas. Donc la plupart du temps, on s'arrange un petit peu avec la loi et on prend des risques de ce fait. Elle a un peu encore l'air contre la MDPH, la maison départementale pour le handicap, qui ne comprend pas quand elle demande de refaire les dossiers parce qu'elle revoit les heures d'aide humaine à la baisse, ce qui nous oblige à nous battre pour continuer à garder nos heures. C'est à elle qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un la nuit parce qu'elle avait un mari. Non, c'est à quelqu'un d'autre. Non, c'est à Charlotte. Ouais. Ouais, mais ça c'est une tendance du moment, c'est-à-dire que la MDPH considère que, ou peut-être que ces personnes qui sont
handicapées depuis la naissance sont moins handicapées aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et donc elles ont moins besoin d'aide, et donc on peut rogner comme ça sur des droits qui étaient acquis. Et donc ça, c'est assez terrible ce qui se passe en ce moment. C'est la politique du gouvernement. Si vous avez un mari, n'a qu'à pas dormir et puis s'occuper de vous. C'est tout à fait gain gagné. Alors on va parler de la troisième qui s'appelle, c'est Marcel, 74 ans, à Noisiel. Là, elle fait une chute. Oui, elle fait une chute. Elle tombe sur l'épaule et elle se déboîte l'épaule, et à partir de ce moment-là, elle est plus capable, elle est hospitalisée quelque temps, et puis elle est plus capable de faire sa toilette toute seule. En tout cas, de prendre une douche. Elle arrive à faire sa petite toilette au lavabo, mais pour ce qui est la douche, elle a besoin désormais d'une aide-soignante qui passe tous les matins. Et pour elle, c'est compliqué parce que c'est jamais les mêmes. Quand ça se passe bien, c'est formidable, et elle attend vraiment ce lien. Cette personne-là, elle dit le sourire, c'est un médicament, mais tout le monde ne le contient pas. C'est une phrase que j'ai trouvée qui est un peu maladroite, mais que j'ai trouvée très très jolie. Et par contre, il y a aussi des aides-soignantes qui arrivent, qui branchent le téléphone et qui le laissent quelque part dans la pièce, et que dès que la douche est finie, on se précipite immédiatement sur le téléphone. Voilà, et qui cherche pas du tout à être dans ce lien, alors que c'est une personne qui est vraiment fortement en demande de cette relation-là, parce que parallèlement, ses enfants la délaissent un petit peu. Elle a pas de chance avec son fils, qui lui fait du chantage. Si tu viens pas à la maison, on s'occupe plus de toi. Et puis c'est lui qui a décidé ce qu'elle devait garder quand elle est venue habiter chez elle. Ça nous fait réfléchir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on doit garder quand on doit partir chez les enfants? Est-ce que c'est eux qui ont le droit de nous dire ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas? C'est plein de messages. Ouais, et là je trouve qu'il y a quelque chose de très très différent, encore une fois, dans le traitement qui est fait aux personnes handicapées, où on considère désormais que elles sont totalement en droit d'exprimer leurs souhaits et de construire leur vie telle qu'elles l'entendent, et que on doit tout mettre en place pour que ce soit possible. Autant les personnes qui vieillissent, elles sont vraiment beaucoup plus dépendantes finalement du lien familial qu'elles ont pu tisser avec leurs enfants, et pas forcément en mesure de garder cette autonomie-là, puisqu'il y a dans bien des cas, c'est les enfants qui prennent le pouvoir sur elles et qui décident à leur place, parce qu'ils considèrent qu'elles sont plus en mesure de décider pour elles-mêmes. À réfléchir. On passe à Charlotte. Elle, c'est une enfant à qui on a décelé une amyotropie spinale de type 2 quand elle était enfant, donc elle a été appareillée. Elle dit qu'elle a été la plus jeune enfant appareillée à l'hôpital de Garches. Il y a un film qui va sortir l'année prochaine, en 2019, qui est fait sur l'hôpital de Garches. Oui, alors je suis pas vraiment au courant de ça, c'est Charlotte qui m'en a parlé, donc à suivre. Elle dit qu'elle a plus souffert de l'indifférence que de la violence physique, de l'indifférence que de la violence physique. Quand elle était enfant, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours pu être scolarisée dans des écoles tout à fait classiques. Mais par contre, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle n'était pas invitée aux anniversaires, que les autres enfants lui parlaient pas forcément. Après, ça l'a pas empêché, elle, de nouer des liens très forts avec certaines personnes qui étaient suffisamment ouvertes pour aller vers elle, mais que ça n'est pas forcément de soi, en tout cas. C'est elle qui dit aussi elle doit parfois accepter le comportement d'un soignant pour pas être privée justement de cette aide. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'accepter des choses qu'elle aurait peut-être pas acceptées si elle n'était pas malade. Et elle parle de leur travail comme d'une présence-absence. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaiterait. C'est-à-dire que contrairement à Marcel, qui tout à l'heure était vraiment dans un désir de lien fort avec la personne, elle, Charlotte, elle souhaiterait au contraire que la personne qui vient lui apporter un verre d'eau, par exemple, soit simplement une présence qui vienne lui apporter ce verre d'eau et qui ne cherche pas à s'immiscer dans sa vie d'une autre manière, qui ne cherche pas à entrer dans la conversation quand elle est elle-même avec des amis, par exemple, ou quand elle est en train de vivre sa vie de maman, puisqu'elle est maman par ailleurs. Voilà, donc elle souhaiterait plus de transparence et de discrétion de la part de ses aidants.
pour qu'elle soit peut-être moins obligée de mettre de l'énergie dans cette relation dont elle a absolument besoin. Elle dit, mais moi, je peux pas vivre sans eux, contrairement à eux qui peuvent vivre sans moi. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire s'ils ne sont pas là pour m'accompagner. Mais en revanche, j'ai besoin de moi pouvoir vivre ma vie à moi, sans être, sans que ma vie à moi passe nécessairement par la prise en compte de la relation avec ce soignant, enfin de relation comme relation en tout cas, pas comme compensation du handicap. Alors elle écrit pour nous, ces soignantes sont là pour faire des gestes physiques qu'on ne peut pas faire, pas pour prendre une quelconque décision sur ce qu'on va faire et comment on va le faire, ou alors j'aurais l'impression d'être infantilisée, de perdre le contrôle de ma vie. À mon sens, elles devraient être là pour faire ce que je leur dis de faire et le faire comme si elles n'étaient pas là. C'est un peu cru de le dire comme ça, je sais que c'est difficile, que ce sont des êtres humains, et pas des robots, etc. Elle parle aussi à un moment où elle est maman, comme vous dites, elle aimerait que la personne qui change son bébé, qui lui change de couche, se mette à l'envers par rapport aux fesses du bébé pour que le bébé voit la tête de sa maman. Et ce qu'elle peut pas faire, et ça, je trouve ça très très beau, c'est-à-dire que le bébé voit sa mère et pas l'aide-soignante. C'est pas une question de jalousie. Non. C'est une question d'être à sa place. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle aimerait pouvoir être pleinement maman, et que être pleinement maman, que le rôle de la personne qui l'accompagne soit simplement de faire les gestes qu'elle ne peut pas faire, et que ça entrave pas la relation avec l'enfant. Mais ça, elle dit que c'est très très compliqué, que les aides-soignants, enfin les auxiliaires de vie avec lesquels elle travaille, ne sont pas capables de faire ces gestes, ne sont pas formés et ne sont pas forcément même sensibilisés à ce désir-là qu'elle peut avoir, elle, même ne comprennent pas cette envie-là. Ils vont peut-être s'investir dans l'enfant, parce que c'est tellement beau un enfant qu'on a plus envie de s'occuper de l'enfant que la personne handicapée peut-être aussi. Ouais. Donc c'est difficile aussi de prendre du recul par rapport à cet enfant. C'est pas facile tout ça. Donc c'est elle ou la MDPH, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, joue sur le fait que son mari est là la nuit et qu'elle pourrait très bien se passer de quelqu'un, puisque le mari devrait ne pas dormir pour faire son travail. Elle dit aussi que les auxiliaires ne se connaissent pas entre elles, qu'il n'y a pas de carnet de liaison, mais en même temps elle trouve ça bien. Alors ça, c'est aussi une des grandes différences que j'ai pu constater entre les personnes que j'ai pu rencontrer. Certaines, comme Charlotte, ne souhaitent pas faire que les auxiliaires de vie fassent équipe autour d'elles, c'est-à-dire se réunissent, discutent, voilà, comme une équipe pourrait le faire. D'autres, au contraire, se considèrent réellement comme des chefs d'entreprise à la tête d'une petite société et organisent de la formation pour leurs aides-soignants et leurs auxiliaires de vie, réfléchissent, font des analyses de pratique pour voir comment ça se passe et faire en sorte que l'équipe fonctionne réellement en équipe autour de la personne handicapée. Donc là, c'est vraiment des différences considérables qu'il y a de désir en fait entre les personnes. Il n'y a pas un modèle qui pourrait prévaloir et qui pourrait fonctionner de façon universelle. Et en même temps, c'est peut-être pas très bien non plus qu'on parle de soi quand on n'est pas là. Ça doit aussi être un peu désagréable. C'est un peu comme les conseils de classe ou les conseils de discipline. Donc voilà, on va faire la deuxième pause musicale. On va écouter Camille et on va se retrouver tout de suite après. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Nous finissons cet entretien avec Blandine Bricka, des liens presque ordinaires. Comment être accompagné au quotidien, ou plutôt ces personnes qui sont accompagnées au quotidien et qui nous disent un peu ce qu'on voudrait peut-être comprendre ou ce qu'on veut pas entendre des fois, nous, en tant que famille ou proches. On en a tous autour de nous, des gens comme ça. Hein. Alors, on va passer avec Simon. Lui, c'est un sexologue. Il a 73 ans. Il a eu un accident aussi. Hein, et il dit des choses très sympas. Il dit que ses amis nous invitent, je pense sa femme et lui, à dîner chez nous. Je trouve ça bien, comme il peut plus trop se déplacer finalement. Ses amis s'invitent à dîner chez lui en les invitant. Comment vous l'avez rencontré, Simon ? Simon, c'est une des personnes que voit Mina, qui est une des aides-soignantes que j'avais rencontrées pour le livre précédent.
à qui j'ai demandé si elle avait des contacts de personnes qui accepteraient de témoigner. Et donc c'est elle qui m'a mis en lien avec Marcel et puis avec Simon. Un personnage, voilà. Simon. Hein. Oui, une très belle personne. C'est lui qui parle des pressions du timing des soins dont on parlait tout à l'heure, où il se rend compte qu'il faut aller de plus en plus vite et la qualité du service, ça devient plus ou moins... Mais c'est pas de la faute des soignants, c'est de la faute... du système, malheureusement. Alors, après, nous avons Muriel. Elle, c'est une jeune femme qui était tout à fait normale, qui a eu la bonne idée de vouloir plonger dans un lac interdit et qui s'est retrouvée vraiment accidentée. Tétraplégique. À 17 ans. C'est un accident bête. Ouais, qui est très courant, malheureusement, d'après ce qu'elle dit. Elle dit, on a souvent l'impression, enfin, la première phrase de son témoignage, je vais la lire parce que je la trouve amusante, enfin, ironiquement amusante. Dans toutes les histoires d'accidents, on croit toujours qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais quand on se retrouve dans le milieu du handicap, on se rend compte qu'on est loin d'être un cas unique. Mon histoire à moi, c'est celle d'un plongeon raté, on va dire. Plus que raté. Hein. Elle va vous raconter dans ce livre son séjour à l'hôpital. Alors, elle a une très belle phrase à la page 106 sur les imbéciles. J'ai pu éviter tous les imbéciles qui passent à côté de moi sans m'arrêter. Et le fait, ce que lui apporte le handicap, c'est qu'elle a évité tous les imbéciles qui s'arrêtent pas pour l'aider. Je trouve qu'elle a de l'humour. Ouais, elle a beaucoup d'humour. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans le premier livre aussi sur les aidants familiaux. Il y avait une femme qui disait que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le handicap lui avait permis d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que d'avoir un fils handicapé, elle avait dû recentrer sa vie professionnelle, l'organiser pour pouvoir avoir une vie de famille, ce qui n'était pas forcément son objectif au départ, et que du coup, elle a construit un noyau familial très solide. Elle s'est éloignée de personnes qui se sont d'elles-mêmes éloignées parce que le handicap fait peur, et que du coup, elle a gardé autour d'elle un noyau d'amis absolument solide. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche des gens qui côtoient le handicap, c'est-à-dire que ça permet de choisir pas de choisir, mais de pouvoir être entouré de gens qui valent peut-être plus le coup. C'est elle aussi qui vous dit qu'il faut quand même avoir des soignants qui soient plus ou moins diplômés, parce que la famille peut se retourner contre des assistants non formés, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça de s'occuper de personnes en situation de handicap. Il y a des risques à courir. Ouais, alors c'est pas tellement la question de la formation, parce que ça c'est une question qui est revenue souvent une remarque qui est revenue souvent dans la bouche de ces personnes-là, qui disaient que elle préférait justement travailler avec des gens qui n'avaient pas été formés, parce que souvent qui dit formé dit formaté. Et qu'elles avaient plus de facilité à recruter finalement des personnes qui n'avaient pas suivi de formation classique, parce que, ou chez lesquelles elles identifiaient quelque chose qui les appelait, un lien humain, une qualité d'être, et qu'elles trouvaient parfois difficilement chez les personnes qui avaient suivi des formations, qui pensaient tout savoir et qui du coup n'étaient plus à l'écoute et en capacité de s'adapter aux spécificités de la personne. Parce que elles étaient fortes d'un savoir institutionnel, et du coup elles voulaient imposer des choses à la personne handicapée, alors que c'est tout l'inverse. Normalement, c'est la personne handicapée qui doit être au centre et dont le désir doit être premier pour tous les choix qui doivent être faits autour d'elle. Mais c'est pas évident, parce que quelquefois il faut quand même faire des choix pour elle, dans la mesure où elle peut faire des bêtises, où il y a des choses qui sont pas forcément... Alors oui, non, ça dépend après du type de handicap. Les personnes, que ce soit Marie-Pierre ou Muriel par exemple, elles avaient toute leur tête. C'est des personnes qui ont toute leur tête, qui sont... intellectuellement plus que surdéveloppés, je dirais. C'est pas des cas de handicap mental avec des démences éventuelles. Elle parle aussi qu'il faut avoir confiance avec ses salariés. Quand elle me conduit quelque part, si elle veut me poser sur le bord de la route et partir avec ma voiture et ma carte bleue, rien ne l'empêche de le faire. C'est la même chose quand vous avez affaire avec un prestataire de service. Ils sont assez vulnérables, et c'est vrai qu'il faut qu'ils aient confiance.
Oui, c'est primordial. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien qui peut se passer. Et elles sont totalement, à la merci. À la merci, c'est ça. N'importe qui de malveillant peut faire n'importe quoi avec elles. C'est très facile en fait, à plein de niveaux différents. Alors, c'est elle qui a jusqu'à 7 salariés, qui se débrouille très bien. Donc, elle dit que c'est épuisant d'être toujours dans le recrutement. Donc, elle leur demande des contrats de 5 ans. Parce que le problème, c'est que c'est un métier assez usant. Puis les personnes, elles ont une autre vie, ou elles déménagent, ou elles ont un autre job. Et que finalement, c'est sans arrêt d'être dans le recrutement. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin et elle dit pour pouvoir faire des projets, pour me projeter dans ma vie, j'ai besoin d'avoir des personnes autour de moi qui sont stables parce que former une personne, c'est la former à ses habitudes de vie, c'est la former à qui on est quand on est malade, quand on souffre. Muriel, c'est une personne qui aujourd'hui a une santé qui est fragile. Et qui du coup est régulièrement hospitalisée, et quand on est malade on n'est pas exactement la même personne que quand on n'est pas malade, et donc de devoir en permanence réexpliquer les choses, alors ça et recréer un lien de confiance avec des salariés qui sont là en permanence chez soi, c'est ça aussi, hein, c'est des gens qui sont en permanence qui sont 24 heures sur 24 avec elle, c'est usant. Oui, parce qu'elle a le droit à quelqu'un elle a le droit de l'aide du maître 24 heures sur 24. C'est elle donc qu'à son mari qui est là, et non, c'est ça. Non, ça c'était Charlotte. Elle est pas mariée. Elle a pas de mari. Alors elle dit qu'elle a quand même une relation assez privilégiée avec ses soignants, mais c'est un risque de perdre son réseau d'amis, parce que finalement cette amitié qu'elle va faire avec ceux qui l'accompagnent, c'est un risque de perdre ses amis. Or ses amis, elle les a depuis longtemps, et il faut qu'elle fasse très attention. Elle parle du salariat, elle se demande s'il faut faire du salariat, de la cohabitation, ou même mettre une roulotte dans son jardin pour y mettre des migrants, parce qu'elle s'est rendue compte quand même que les étrangers, les étudiants, ils ont le cœur très ouvert. C'est une belle partie du livre aussi, ça. Ouais, c'est très intéressant parce que Muriel, c'est quelqu'un qui a, je dirais, développé jusqu'à un point très très avancé l'emploi direct dans toutes ses possibilités. Elle dit, je suis une puriste de l'emploi direct. C'est quelqu'un qui, à 17 ans, dès qu'elle a eu son accident, a tout de suite réfléchi à comment elle allait pouvoir regagner son autonomie, parce qu'il était hors de question pour elle de retourner vivre chez ses parents. Et en même temps, là, elle approche la cinquantaine et elle se repose toujours la question de savoir si finalement c'est le meilleur système. C'est le système qui lui garantit le plus d'autonomie, mais elle se dit, est-ce que ce serait peut-être pas mieux d'inventer, est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore à inventer, donc retrouver un système comme avant la loi de 2005 avec des gens qui vivraient chez elle, donc il y aurait le gîte et le couvert en échange de quelques services, enfin voilà, ouais. Comment on peut réinventer quelque chose pour comment on peut se retrouver en famille quelque part, comment on peut reconstruire des familles. Ce que disait Grand Corps Malade en introduction aussi, cette fameuse inclusion devrait être un objectif majeur de nos sociétés modernes et doit absolument commencer dès l'école. C'est quoi l'inclusion ? C'est de remettre le handicap dans la société, c'est-à-dire ne pas l'exclure, c'est ça ? C'est ça, de faire en sorte que ces personnes-là soient visibles déjà, et qu'on n'en ait plus peur, qu'on les considère comme des personnes totalement à part entière. Avant cette trilogie, j'ai travaillé sur un autre livre sur le handicap qui s'appelle L'art d'être différent, où j'ai pu rencontrer 5 personnes qui ont un handicap physique très lourd, avec des corps qu'on pourrait qualifier parfois de disgracieux, voire de monstrueux. Et c'était fou parce que c'est des personnes qui, a priori, quand on les croise comme ça dans la rue, font vraiment peur, enfin, génèrent parfois un sentiment de rejet très très fort. Et puis dès qu'on discute avec eux, on a accès à leur intimité et on se rend compte qu'ils sont absolument comme nous. Et il y avait Marie qui racontait cette histoire très très drôle que une fois elle était dans une belle relation d'amitié avec une femme, et au point que elle en a oublié qu'elle était handicapée, et un jour elles se sont retrouvées toutes les deux en bas d'un escalator à exploser de rire, parce qu'évidemment Marie pouvait pas monter l'escalator avec son fauteuil qui était trop important, mais elle c'était tellement naturel pour elle d'être ensemble, de se promener dans la rue et de faire des choses ensemble, que voilà, ils avaient même plus pensé à ce détail qui n'en est évidemment pas un, mais voilà, donc l'inclusion, c'est de
de faire en sorte que tout le monde circule dans le même espace, que les relations ne s'arrêtent pas parce que l'un est en fauteuil ou l'un est malade ou je sais pas quoi, mais que tout ça puisse circuler aussi, avec plus de fluidité en tout cas. Alors vous, quand même, dans la post-face, il serait temps quand même qu'on réfléchisse à ce problème, parce qu'en 2020, ce seront plus de 17 millions de Français qui aideront un proche dépendant, à moins que ce soit nous-mêmes qui ne le soyons. Oui. Donc, à travers cet engagement, il est de notre rôle de sensibiliser le grand public afin de combattre les idées reçues sur ce sujet et de faire émerger une prise de conscience collective pour une reconnaissance du rôle indispensable des aidants, pour qu'une reconnaissance du rôle indispensable des aidants soit accordée. Aidons-nous nous-mêmes, parce que je pense que si on est si nombreux en 2020, on fera peut-être partie de ceux qui finalement se posent des questions, comme on l'a dit, qui nous ont permis de dire tout fort ce que on entend, mais qu'on n'a pas vraiment voulu entendre, du style qu'est-ce que je choisis à ta place, que tu emportes chez moi. Voilà, c'est des choses assez folles. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Blandine Bricard? Le mot de la fin. Dire que ça a été formidable de pouvoir mener cette aventure, de rencontrer ces 3 points de vue qui se sont complétés, qui se sont 5 points de vue. 5 points de vue. Oui, il y en avait 5 là. Non. Oui, les 3 livres. Oui, les 3 donc livres, à la fois d'accord. celui des aidants familiaux, des aidants professionnels et des personnes accompagnées elles-mêmes. Et donc évidemment, après, à l'intérieur de chaque ouvrage, il y avait 7, 8 ou 6 points de vue différents. Ouais. Donc le premier, c'était... Le premier, c'est Des vies presque ordinaires, paroles d'aidants, qui parut en 2016 aux éditions de l'Atelier. Le deuxième, c'était Un métier presque ordinaire, paroles d'aide à domicile, toujours aux éditions de l'Atelier. Et le troisième, donc Des liens presque ordinaires, être accompagné au quotidien, qui a été préfacé par Grand Corps Malade. Toujours aux éditions de l'Atelier. Toujours aux éditions de l'Atelier. Et c'est de celui-ci dont nous avons parlé le plus dans cette émission, puisque c'est le 3e. Il n'y en aura pas de 4e. A priori, non, mais on ne sait jamais. Je sais pas ce qu'on pourrait inventer maintenant. Là, on a un peu bouclé la boucle, je dirais. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire un travail, mais je ne sais pas si c'est possible, d'avoir cette liberté de parole-là. Ce serait de faire un travail auprès des institutions maintenant, donc de ces fameux gens qui travaillent à la MDPH et qui contraignent à ce point les personnes, enfin en tout cas, qui font les lois. Ceux qui font les lois, ceux qui décident des financements, ceux qui gèrent aussi toutes ces structures, et qui mettent de la pression sur les salariés et sur les personnes qui bénéficient de cette aide-là. Donc ce serait intéressant de faire un travail auprès de ces personnes-là, mais je doute de pouvoir recueillir une parole aussi libre et aussi forte que celle que j'ai pu obtenir. Oui, il faudrait leur aujourd'hui. demander leur motif, leur motivation. C'est ça. Pour réduire alors qu'on nous raconte qu'on fait tout pour eux. Voilà, une phrase, non, il n'y a pas une citation, il n'y a pas un mot qui vous revient, à moins qu'on reprenne la phrase de Monique. C'était Monique qui disait que la chose l'importante, c'était Monique, je crois. Hein. Oui, qui disait le plus important pour moi, c'est quand ma fille me dit maman, je t'aime. On peut peut-être rester là-dessus parce que c'est une belle phrase. C'est une belle phrase qui parlera à beaucoup de gens, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Retrouvez-moi la semaine prochaine et puis demain soir, le lundi et le mardi sur l'antenne d'IDFM de 21h à 22h. La musique s'est arrêtée un peu tôt, donc je vous la remets.